Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Belfond, présentent La Voix du Loup de Xavier-Marie Bonneau, interprété par José Euzé. Prologue. Marseille, été 1978. Le réveil à grosse diode rouge égrène un chapelet de notes aiguës. D'une claque, De Palma le fait taire. De toute façon, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Marie se tourne sur le côté et pose une main sur sa poitrine en soupirant. « Le service, encore ?» ?»« Oui, je ne vais pas tarder. » Marie se rendort. Il n'ose pas l'embrasser. La cuisine sent encore la sauce aux tomates et la viande rôtie. Marie n'a pas son pareil pour préparer le veau à l'italienne. La machine à café est déjà remplie d'eau, 2 cuillerées d'arabica dans le filtre. De Palma hésite à pousser l'interrupteur. Son estomac se contracte, sa gorge se noue. Il allume une cigarette, la fumée de la gitane monte dans l'air rance en de larges volutes bleues et enveloppe le verre du plafonnier. Rien ne passe. Il éteint le mégot sous le jet d'eau de l'évier et le jette. Hier, le téléphone a sonné à 21h30. « Oui. »« Bonsoir, Michel. C'est Marcel Leblanc. »« Bonsoir, patron. »« Demain, 4h30. » De Palma enfile la seule veste de costume qu'il a jamais possédée. Elle date de son mariage. Devant le miroir du vestibule, il ajuste le nœud de la cravate en remontant la pomme d'Adam. Le tissu de soie l'étrangle, il veut desserrer le nœud et finit par le défaire tout à fait. Merde. Il n'a jamais su nouer une cravate, et Marie dort à point fermé. Il roule la cravate, la fourre dans sa poche et sort. Pendant la journée, il a fait très chaud. Le ciel a sué. La brume de mer colle à la peau. De Palma a déjà le front moite quand il tourne la clé de contact de son Alfa Romeo. Derrière les branches d'un arbre de Judée, le réverbère jaune du parking a l'allure d'une grosse tête de clown qui pouffe de manière cynique. La bouche amère, De Palma manœuvre lentement comme pour repousser le moment de partir. Dans le pinceau des phares se découpent les pointes aiguës des figuiers de Barbarie qui ont poussé sur le terre-plein. La prison des Baumettes se trouve loin de là, vers le sud de la ville. Il faut remonter en direction des Calanques, un long trajet qui donne le temps de réfléchir, surtout à 7 heures. Passé le rond-point du Prado, le boulevard Michelet tire à travers les quartiers chics, les rues désertes et les façades sombres derrière les masses imposantes des platanes. Les voitures sont rares. Une prostituée s'attarde sur la contre-allée. En passant à sa hauteur, De Palma la salue, presque heureux de trouver sur son chemin cette présence humaine. La fille lui répond en dandinant du cul. Le premier souvenir frappe à ce moment-là. Pourquoi ? De Palma ne saurait dire pourquoi. Une stupide association d'idées, sans doute. Sylvain Moretti, les boueurs, fréquentaient les prostituées. Michel n'a plus vu Moretti depuis le jour de son procès. La dernière image qu'il garde de lui est celle d'un jeune homme assis sur le banc des accusés, avec 2 CRS moustachus qui l'encadrent. Il porte ses grosses lunettes qui lui font des yeux de poisson. Un type pathétique, arrogant avec tout le monde, même avec ses avocats. Une grande croix d'archevêque pendouille sur sa chemise blanche comme une aube de communion. Sa mère s'est installée dans la salle et lui adresse sans cesse des petits signes d'encouragement. Elle porte un grand chapeau et un tailleur chic, des bas sombres qui fusellent ses belles jambes. Michel a l'impression qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Lui non plus d'ailleurs. Lors des plaidoiries, le plus jeune des avocats est assez bon, mais le ténor n'a plus de voix. Il a fallu lui trouver des pastilles Valda et du néocodion à la pharmacie du coin pour qu'il retrouve un filet de timbre. Michel revoit le corps sans tête de Laurence, son petit corps martyrisé.
des coups de couteau, le cou sectionné. Michel tape du poing sur le volant usé de la Giulietta. Il voudrait pleurer, mais il n'y parvient pas. Sur le pare-brise de l'Alfa, les contours flous de son visage dessinent des taches de couleur. Il pose sa main sur le levier de vitesse et serre de toutes ses forces la petite boule de bois. Devant la prison des Baumettes, 2 silhouettes se découpent dans le halo des projecteurs braqués sur la porte. « Adieu, baron !» dit Jean-Louis Mestre en cherchant le regard de son ami. Marcel Leblanc est en retrait. Il fait juste un signe de la tête, le visage gris. Une 504 Peugeot se gare un peu plus haut. Les avocats, marmonne le patron de la criminelle. On entre avant eux. Une prison, ça ne dort jamais. Jamais. Il y a partout des bruits, des rumeurs. Toujours quelqu'un qui musarde à la fenêtre à barreaux et qui fixe les étoiles, en pensant qu'une mauvaise journée va encore se lever sur sa vie de détenu. Mais cette aube-là, on a l'impression que tous les bagnards suspendent leur souffle. Les mains crispées dans les poches de son costard, Michel avance. Le hall d'accueil est à quelques mètres des 2 murs d'enceinte. Un gardien attend en haut des 3 marches. La visière de sa casquette dissimule presque ses yeux. « Seigneur », murmure le directeur de la prison, en évitant les mines brouillées de la dizaine d'hommes qui se trouvent face à lui. Personne n'ose se regarder dans ce petit rectangle au mur de grisaille, chacun avec une gueule d'assassin dans la lumière atone. Un claquement discret parvient du couloir du quartier B. Un surveillant vient d'ouvrir le sas. La première porte à barreaux siffle sur ses gonds. De Palma et Jean-Louis Mestre laissent le petit cortège se mettre en branle. Ils se placent derrière le juge René et les épaules sombres qui chaloupent devant eux. Dans la cour nord, un dais noir se gonfle à chaque respiration du vent. 2 hommes attendent à côté. La fumée grasse de leurs cigarettes monte lentement dans l'air gâté. Michel a honte. La même honte qu'il peut lire sur le visage de son chef et de son ami. Les masques sont tombés. Les émotions sont nues. Dans le couloir aux murs luisants et sur le chemin du greffe, les matons ont étendu des couvertures sur le dallage du sol. Des couvrantes marron, un peu feutrées, comme celles qu'on utilise dans l'armée pour les bas-flancs des chambrés. « C'est pour les talons », a dit le surveillant-chef. « Ils ne veulent pas que le cortège fasse du bruit. » Le directeur des Baumettes marche le premier, les avocats derrière, puis le juge d'instruction. Un gardien se tient raide comme un piquet à côté de la cellule 47, les mains croisées devant lui. On dirait qu'il porte sur lui le déshonneur de toute cette mise en scène. Le couloir est éclairé par des plafonniers grillagés. La lourde porte de la cellule est ouverte. Une grille épaisse permet de garder le condamné à vue. Sylvain Moretti a fixé des feuilles de journaux sur les barreaux pour ne pas être ébloui par la lampe du couloir. Normalement, c'est interdit, mais le gardien-chef est un gars bien. Il lui a accordé cette faveur. Il y a le Provençal et la Marseillaise. Rien que les unes. Une victoire de l'OM sur Valenciennes en coupe. La météo vieille de 6 mois. La dernière intervention du président Giscard. Tout le monde s'arrête. De Palma voit Moretti entre les épaules du procureur et celles du directeur des Baumettes. Celui qu'un journaliste inspiré a surnommé les boueurs dort en chien de fusil. Il ne se doute de rien. La veille, un flash radio a dit que le président de la République a accordé sa grâce. Les boueurs doivent rêver d'une révision de son procès. Le gardien fait signe de reculer. Au fond du couloir, un homme épais, en bleu de chauffe, observe le petit groupe. 2 autres gardiens surgissent d'on ne sait où. Ils ouvrent la porte d'un seul coup et se ruent sur Moretti. Ils hurlent quelque chose comme « Je le dirai à mes avocats !» C'est tout ce qu'il dit. Le directeur de la prison entre. « Votre recours en grâce a été refusé. Soyez courageux. » L'agence France Presse a fait une erreur dans son communiqué. De Palma ferme les yeux et cherche Laurence, la dernière victime de l'éboueur. Son visage et son sourire radieux qui avaient fait la une de tous les journaux de France. Il veut penser à elle, mais il ne voit plus que cette tôle et les visages de ceux qui l'entourent. Sa vie de flic le dégoûte.
Il cherche un sens au rituel qui se tient devant lui, mais il ne trouve que la haine de lui-même. Hier, pour le repas du dimanche, il n'a pas osé répondre à son père qui lui assénait que, pour être flic, il fallait être un peu pervers. Il a repoussé les couverts d'un geste coléreux et a disparu sur la terrasse de la petite maison qu'il l'a vu grandir. Sa mère faisait la vaisselle et bavardait avec Marie. Elle n'a rien entendu.